Chers téléspectateurs, vous êtes sur Africa 24 pour le Forum Afrique Développement qui se déroule actuellement à Casablanca, au Maroc. Plus de 1200 invités ont fait le déplacement pour cette occasion. L'heure est donc au panel consacré au modèle d'électrification pour le continent africain avec comme intervenant Alassane Ba, directeur général du Fonds Africa 50 et bien d'autres invités. Voici le panel. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette deuxième journée du Forum international Afrique Développement ici à Casablanca. Je voudrais vous remercier d'être aussi nombreux ce matin pour pouvoir nous permettre de continuer à échanger ensemble et face à vous. Nous allons engager nos travaux pour cette matinée. Je voudrais rappeler que d'abord à l'instant, en même temps qu'on démarre ici notre atelier, on va avoir une présentation des stratégies gabonaises qui va être donnée dans la salle Enfa, toujours à l'hôtel Hyatt Regency, ici à Casablanca. Et je voudrais aussi rappeler que les B2B vont continuer, que le marché d'investissement est ouvert. Je voudrais vous proposer d'attaquer le sujet de l'électrification, sachant que l'agriculture et l'électrification étaient les deux sujets de ce Forum international Afrique Développement 2016. Nous allons le traiter sous l'angle du modèle d'électrification à imaginer pour Chers téléspectateurs, vous êtes sur Africa 24 pour le Forum Afrique Développement qui se déroule actuellement à Casablanca, au Maroc. Plus de 1200 invités ont fait le déplacement pour cette occasion. L'heure est donc au panel consacré au modèle d'électrification pour le continent africain avec comme intervenant Alassane Ba, directeur général du Fonds Africa 50 et bien d'autres invités. Voici le panel. J'ai peut-être oublié de citer qu'il y a aussi Bruno Bensasson, directeur d'Engie pour l'Afrique. Merci beaucoup, Monsieur Bensasson, d'être là. À vous, Christian. Bonjour à tout le monde. Nous allons ouvrir tout de suite la journée avec le deuxième grand chantier que nous voulons traiter lors de cette conférence Forum international Afrique Développement, l'électrification de l'Afrique. Le journaliste anglais Henry Morton Stanley avait publié en 1878 un récit de voyage lorsqu'il rentrait à Londres et il avait titré « Through the Dark Continent ». Et je n'ai jamais compris de quel pays il a bien pu parler ou de quel continent. Parce que vous savez tous, l'Afrique c'est le continent de la lumière, c'est le continent du rayonnement, de la luminosité. Donc je ne sais pas de quoi il a parlé. Ceci dit, l'Afrique n'est le continent de la lumière que de 6 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir. Pendant la nuit, l'Afrique reste bien encore le continent noir. Vous connaissez tous cette photo prise par un satellite de l'espace où les lumières en Europe et aux États-Unis, en Asie de l'Est, dessinent les contours des continents et l'Afrique reste toujours une tache noire.
Donc nous voulons débattre aujourd'hui de ce fait-là, comment pouvons-nous remédier à cette situation? Parce que l'électricité ou le manque d'électricité est une des entraves majeures à la croissance sur le continent. Avant de lancer le débat avec mes participants au panel, je voudrais vous rappeler quelques chiffres. Selon l'OCDE, l'Afrique représente 16% de la population mondiale. Mais lorsqu'on décompte les gens qui n'ont pas accès à l'électricité du réseau, 53% de ces personnes-là vivent en Afrique. La Banque mondiale a tourné ce fait-là d'une autre manière. Elle dit que seulement 24% de la population en Afrique subsaharienne a accès à l'électricité. Nous l'avons déjà entendu, ce chiffre. Mais comparé aux autres pays à faible revenu, ce taux s'élève à 40%. Donc non seulement l'Afrique n'a pas assez d'électricité, elle a aussi moins d'électricité que les autres régions du monde à faible revenu. Donc la situation de l'électricité en Afrique est marquée par des pannes de courant régulières, vous les connaissez toutes, par des capacités de production insuffisantes et une faible fiabilité du réseau, ainsi que par des coûts très élevés comparés au reste du monde. Toujours selon la Banque mondiale, lorsque vous prenez la moyenne des pays à faible revenu, le coût de l'électricité s'élève à 4 à 8 cents par kilowattheure. En Afrique, la moyenne s'élève à 13 cents par kilowattheure. Donc il n'y a pas seulement besoin d'augmenter la production, la capacité à production, mais aussi de rendre l'électricité plus accessible. Donc cette inefficacité par son coût élevé n'est pas seulement une entrave à la croissance économique du continent, elle est aussi une entrave à la compétitivité de l'industrie africaine par rapport au reste du monde. Donc un enjeu majeur, à mon avis, dont nous voudrons débattre aujourd'hui. Parce que l'Afrique est bien le continent le plus riche du monde. Nous trouvons tous ici sur ce continent. Il y a des montagnes, des forêts, du sable, de l'eau, il y a des minerais, du pétrole, du gaz. Donc sur ce continent, vous trouvez tout ce que vous voulez, sauf l'électricité. De plus, l'Afrique doit créer encore les infrastructures nécessaires pour les générations futures. Aujourd'hui, l'Afrique compte 1,2 milliard d'habitants. En 2050, la population s'élèvera à 2,5 milliards, donc plus qu'un doublement. Donc il faut trouver le courant pour ces gens-là, pour les générations futures du continent. La deuxième tendance lourde qui va façonner le continent, c'est le fait que cette croissance démographique aura lieu essentiellement dans les villes. Aujourd'hui, 40% des Africains vivent dans une ville. En 2050, 60%. Alors vous me direz, la différence entre 40 et 60%, ce n'est pas aussi important, mais il faut avoir en tête que nous parlons de 40% des 1,2 milliard de personnes et de 60% des 2,5 milliards de personnes dans l'avenir. Donc, nous parlons de 500 000 personnes qui vivent aujourd'hui en ville en Afrique par rapport à 1,5 milliard de personnes qui vivront en 2050 dans les villes africaines. Et ça veut dire un besoin d'infrastructures et un besoin d'électricité accru. Troisième tendance lourde qui va façonner la croissance et le besoin en électricité, c'est la naissance de la classe moyenne en Afrique. Aujourd'hui, on dénombre environ 300 millions de personnes, d'Africains, qui font partie de la classe moyenne, c'est-à-dire qui touchent un revenu décent et régulier, un salaire qui leur permet de vivre décemment, de faire quelques économies, de faire des achats de biens de consommation durable, de constituer une épargne vie ou d'acheter un logement, etc. Mais aussi, ils voudront acheter des congélateurs, des frigos, des télés, des portables, etc. Donc, nous voudrons débattre aujourd'hui de quelques questions clés autour de l'électrification de l'Europe, de l'Afrique. Tout d'abord, quelles seront les sources d'énergie de l'avenir en Afrique? Est-ce que ce seront les énergies fossiles? Est-ce que ce seront les énergies renouvelables? Quel mix entre les différentes sources d'énergie seront les plus appropriés?
Nous allons parler de la question, est-ce qu'il faut centraliser la production, créer des réseaux comme nous les connaissons en Europe ou en Amérique, ou est-ce qu'il y a des solutions plus intelligentes pour le continent africain, des solutions plus adaptées aux besoins des Africains? Et puis aussi, bien sûr, à quel point faut-il connecter ces réseaux? Est-ce qu'on peut créer des îlots de réseaux? Est-ce qu'il faut créer un vaste réseau africain? Et puis, finalement, que allons-nous faire aussi des installations qui tombent en vétusté? Parce que créer de nouvelles capacités, c'est une chose. Maintenir les capacités existantes, c'est aussi un défi. Donc, je salue ici sur le plateau mes participants que je vais vous présenter au fur et à mesure. Et je voudrais commencer par Monsieur le ministre Jean-Louis Borloo. Vous avez créé la Fondation Énergie pour l'Afrique afin de contribuer à l'électrification du continent. Et puis donc, quel est l'enjeu? Quels sont les principaux obstacles que vous rencontrez, que vous voulez lever au niveau de l'électrification en Afrique? Vous avez donné les grands chiffres. Mais c'est un problème vital. C'est la paix et la guerre du monde qui se jouent sur l'accès à l'énergie pour tous dans le monde. En gros, les pays ou les peuples qui n'ont pas d'accès à l'énergie sont aussi les victimes du réchauffement climatique, sont aussi les enfants de la pauvreté et de la violence. C'est une grande partie du continent subsaharien, continent africain, et c'est quelques pays comme Haïti, le Népal, une partie de la Birmanie. C'est toujours les mêmes. Le monde est un village parfaitement connecté. L'idée qu'il puisse y avoir de tels écarts d'espérance entre les parties du monde n'est pas supportable et pertinente. Et l'idée que le continent africain, une partie du continent africain, celui qui est dans le paradoxe invraisemblable du continent qui a, dans tous les domaines des énergies renouvelables, le plus grand potentiel ou le deuxième plus grand potentiel du monde. La deuxième forêt du monde. Une stabilité du vent sur un certain nombre de ces territoires. Une géothermie extrêmement puissante en Tanzanie et au Kenya. Un solaire évident dans un certain nombre de ces territoires. Un potentiel hydroélectrique le plus puissant ou le deuxième, probablement le plus puissant du monde. Inga, c'est en potentiel les 3/4 des Trois Gorges. Seul Inga. Et je ne vous parle pas du château d'eau de l'Afrique, de la Guinée, etc. Bon. Donc on est dans une situation invraisemblable où l'énergie est aujourd'hui considérée comme le prérequis de tous les autres sujets de l'humanité. Ce n'était pas vrai il y a 10 ans. Regardez, dans les engagements du millénaire, on en parlait à peine, une petite phrase en bas de page. Aujourd'hui, tout le monde a compris que c'est le nouveau droit de l'homme, parce que c'est le droit de l'accès à tout le reste, éducation, santé, etc., etc. Donc il y a un accord mondial. Deuxièmement, il y a une puissance démographique de l'Afrique importante. 1,2 milliard, 2 milliards, le temps d'une trentaine d'années. 3, il n'y a pas de développement et de paix possible sans la lumière et l'énergie pour tous. Il y a le plus grand potentiel énergétique du monde. Il n'y a pas de débat sur les énergies fossiles en réalité. Il n'y a pas de débat sur les énergies nucléaires, parce que, à l'évidence, l'énergie de proximité la plus puissante, la plus moderne, celle de demain et celle qui voit ses coûts s'effondrer, c'est celle des énergies renouvelables. Donc, il n'y a même pas ce grand débat théologique ou technique en Afrique. Le seul sujet et le panel que vous avez de gens extrêmement compétents sur les différents points, et moi je ne vous dirai qu'à la fin, politiquement, il faut qu'il y ait un grand accord mondial pour un fonds et une équipe de soutien à leurs problématiques, qui sont nombreuses, celui de la production, centralisée, décentralisée, du coup, de la stabilité de la réglementation, un certain nombre de problèmes de droit public qui peuvent exister, nantissement, élaboration des prix, évaluation, le transport, les grosses réparations, bref, l'acceptabilité sociale et politique. Donc il y a plein de sujets aujourd'hui.
Aujourd'hui, la distribution est moins pertinente qu'un certain nombre d'endroits. Il y a 22, 23, 24% de perte. Bon, il y a plein de sujets techniques. Mais à côté de ça, sur lesquels moi, je ne suis pas compétent, et la compétence est à ma droite, si j'ose dire, le vrai sujet, c'est cet accord mondial. Et je ne reprendrai pas la parole après, je vais dire pourquoi, Monsieur le Président, c'est important ce qui se passe ici. On le disait hier, de Paris, une expression de promesse. Marrakech, les solutions concrètes en décembre. Entre les deux, il faut que tous ensemble, Jean-Claude Juncker, ses commissaires, les chefs d'État africains, Sa Majesté, le roi du Maroc et le gouvernement, mais les compétences marocaines se mettent autour de la table pour cette grande alliance, vitale pour le monde. Et je vais vous rajouter quelque chose, Monsieur le Président, parce que vous avez une responsabilité particulière. Il se trouve que vos frères subsahariens, pour lesquels, vous savez, Sa Majesté a une vision et un engagement très fort. Vos frères sud-sahariens, ils vous attendent. Parce qu'il n'y aura pas de développement. Pour le développement, il faut qu'il y ait de la compétence technique. Ça, un certain nombre de gens savent faire, des Marocains et pas seulement des Marocains. Mais il faut aussi une puissance de réseau bancaire, de financement structuré long terme, un savoir-faire sociopolitique, ce que le Maroc a démontré. Cette sensibilité qui est africaine. Vous êtes un grand vieux peuple, un grand vieux royaume qui a un très fort encadrement. Et le développement du Maroc depuis 20 ans le démontre. Alors, avec beaucoup de modestie, évidemment, parce que c'est votre façon de fonctionner, mais sachez que la faiblesse de l'encadrement subsaharien, ils ne m'en voudront pas de le dire, ils m'ont demandé de les aider, a absolument besoin d'un engagement très fort de toute la communauté marocaine. Merci de cette contribution. Merci pour cet encouragement. Expérience marocaine, énergie pour tous, énergie de proximité. Monsieur Fassifiri, vous êtes le directeur général de l'Office national de l'énergie et de l'eau potable au Maroc. Donc le Maroc était un des premiers pays en Afrique, peut-être même le premier, qui avait vraiment formulé une stratégie d'énergie renouvelable, qui a apporté vraiment l'électricité dans le monde rural. Donc je voudrais vous demander de partager avec nous l'expérience marocaine et les enseignements qu'on peut en tirer. Merci. Permettez-moi tout d'abord de rendre hommage à Tijari Wafa Bank et à Maroc Export d'avoir inscrit ce thème tellement important. Et nous sentons toute l'émotion dans le discours du président Borloo par rapport à cette grande problématique, qu'aujourd'hui, avoir une grande banque marocaine bien installée en Afrique, ainsi que d'autres banques, est la meilleure preuve que nous sommes sur le bon chemin et que l'intérêt pour résoudre les problèmes de l'accès à l'énergie, en particulier l'énergie électrique, sont une nécessité pour le développement même et la croissance d'un certain nombre de pays qui ont des plans de développement extraordinaires, mais qui sont encore bloqués sur cette notion d'une part, d'injustice sociale, de déséquilibre entre les zones urbaines et rurales, mais en même temps, le développement lui-même industriel, économique, touristique, dépend de la qualité de l'énergie. Et ça, c'est important, c'est un bon signal pour nous d'être réunis aujourd'hui et de voir inscrit l'électrification comme un élément fondamental dans le développement de notre continent. Vous me posez la question sur l'expérience marocaine en matière d'électrification. C'est vrai que nous avons eu très longtemps une très forte disparité entre l'accès à l'énergie dans le milieu urbain et dans le milieu rural. Et que la mission de l'Office est bien sûr de pouvoir répondre aux besoins énergétiques du pays dans les meilleures conditions économiques, commerciales, mais aussi de durabilité. Et la seconde mission, c'est de la généralisation de l'accès aux services de base, et en particulier à l'électricité. Là, un programme dont les créateurs sont des personnes particulièrement qui ont rendu un grand service à la nation,
ce qu'on appelle le PERG, le Programme d'électrification rurale globale. C'est un programme qui a été mis en œuvre dans l'objectif de répondre, et d'ailleurs dès l'avènement de Sa Majesté le roi Mohamed VI sur le trône de ses glorieux ancêtres en 1999, il a posé le développement humain, le développement durable et rattraper le retard sur les infrastructures comme les premières étapes de l'action du Maroc. Et dans ce cadre-là, donc le PERG, on l'appelle global parce qu'il est global à plusieurs niveaux. Il est global par l'approche, dans le sens où il y a une participation des collectivités, des bénéficiaires, de l'opérateur public, des entreprises, du milieu financier. Il est global par les technologies. On part de plusieurs solutions. Les connexions au réseau, les connexions dans des systèmes individuels renouvelables. Il est global par le traitement complet de la problématique de l'électrification du Maroc. Ici, aujourd'hui, nous sommes à plus de 99,1% de taux d'électrification et donc 99,7% de taux d'accès à l'énergie électrique au Maroc. C'est parce que il y a eu cette vision extrêmement pertinente qui a donc fait développer ce programme dans un esprit de solidarité entre les villes et le rural, solidarité interrurale, c'est-à-dire le village au fin fond des hauteurs de l'Atlas ou le village aux environs des grandes villes sont considérés de la même manière, et que nous sommes partis sur un indicateur d'ordonnancement et de hiérarchisation, c'est le coût par foyer. Et parfois vous avez un village, un qsar, comme on dit chez nous, regroupé, donc la basse tension est faible en investissement, qui passe avant un village un peu plus dispersé et qui se trouve à la périphérie des grandes villes. Donc une justice, un équilibre, mais en même temps une dynamique extraordinaire. Et là aussi, je tiens à rendre hommage à nos bailleurs de fonds, c'est-à-dire que nous avons dit, nous préfinançons le programme avec des seuils de coûts par foyer, et nous demandons donc ce préfinancement bailleur de fonds et nous remboursons au fur et à mesure ce qui s'est très bien passé. Donc les grands bailleurs de fonds, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le bilatéral, l'AFD, la BEI, et je m'excuse, je ne vais pas citer tout le monde, mais aussi les banques marocaines qui ont supporté l'entreprise. Alors beaucoup d'entreprises européennes ont vu qu'il y a un gros marché qui vient et donc ont investi à Casablanca et dans d'autres villes, mais aussi beaucoup d'entrepreneurs marocains se sont mis sur ce grand chantier, qui est un investissement qui dépasse les 2,5 milliards d'euros et qui nous a fait arriver à un modèle qui est très apprécié chez beaucoup de nos pays frères et qui se reproduit. D'ailleurs, l'Office intervient en soutien aux entreprises marocaines dans un certain nombre de pays frères, et nous avons même des concessions dans ces pays frères. Merci donc beaucoup, mais c'est pas fini. J'ai une toute petite remarque, oui. Je m'arrête là parce que j'apprécie beaucoup le discours de M. le ministre Borloo, qui est vraiment à la fois dynamisant et qui prend les choses d'une hauteur beaucoup moins technique que nous, mais qui rapporte ça à l'échelle de la planète. Mes collègues dirigeants d'entreprises telles que la nôtre n'aiment pas le mot mise en lumière. Ils disent, d'ailleurs chez vous au Maroc, l'impact de l'électrification. Ce n'est pas uniquement l'éclairage, c'est l'amélioration des conditions de vie par l'introduction de nouveaux moyens dans les villages. Le froid, les produits blancs, les machines à laver, vous avez cité hier, monsieur, les portables, les recharges, les satellites. Et donc aujourd'hui, vous avez un peu partout, dans toutes les zones, parce que le Maroc est un pays à 3 dimensions, avec les plaines, la montagne, le désert, et vous avez des maisons qui consomment de l'énergie tous les jours. Et donc la structure de consommation du Maroc
de la consommation d'énergie a changé. La pointe, maintenant, elle est de 10h à 16h du matin. Elle est comme celle d'un pays développé. Donc mes collègues disent, on comprend, c'est inacceptable qu'on ait des gens qui n'ont pas la lumière. C'est vrai, c'est fondamental. Mais aujourd'hui, on va aller d'un seul coup, c'est-à-dire rattraper, et ce que vous dites très justement, rattraper cette inégalité au niveau de la planète. Voilà, merci. Nous reviendrons certainement sur certains de ces points que vous avez évoqués. Monsieur Ba, lorsque l'Afrique aura atteint une couverture comme le Maroc, vous aurez bien moins de choses à faire. Alassane Ba est le directeur général du Fonds Africa 50, une initiative panafricaine destinée à développer plus rapidement des projets d'infrastructure en Afrique. Donc l'électrification est un de vos chantiers, pas le seul, mais un important chantier. Et puis, je voudrais rester sur la connexion du monde rural. Donc, quelles solutions préconisez-vous afin d'assurer l'électrification, notamment dans les zones rurales? Oui, merci, monsieur le modérateur. Au moment où je prends la parole, vous m'excuserez d'avance parce que je ne sais pas si je suis à Abidjan ou à Casablanca parce que je viens tout juste d'arriver directement de l'aéroport, mais je tenais à y être. Tout d'abord, pour la pertinence du thème, parce que quand on parle de l'agriculture et de l'électrification, je pense que c'est les deux aspects majeurs où partout en Afrique, tout le monde se retrouve, parce que c'est la vraie préoccupation. Ça, c'est un aspect qui me semble important, qui justifie ma présence. Et deuxièmement, remercier les organisateurs, particulièrement le groupe Attijari Wafa Bank, une vraie banque panafricaine, qui, au-delà de l'approche bancaire, se met aussi dans le marché des idées. Parce que la vraie bataille se gagne tout d'abord au niveau des idées. Et notre modérateur a rappelé ici un point historique à travers un roman qui parlait du continent noir. Et quand on parlait du continent noir, en réalité, on ne parlait pas de la couleur de la peau. On parlait de l'obscurité. Et l'obscurité conduit à l'obscurantisme. Et l'obscurantisme, c'est l'ennemi numéro un de l'humanité, l'ennemi numéro un de nos valeurs. C'est pourquoi, aujourd'hui, s'engager sur ces questions d'électrification, c'est une bataille citoyenne, c'est une bataille panafricaine. Et toutes les institutions qui croient à l'Afrique, qui s'engagent pour un meilleur devenir de l'Afrique, devront se retrouver autour de ces questions. C'est pourquoi, en tant que représentant d'Africa 50, je me faisais le devoir d'y être, partager ce panel avec des personnalités très brillantes et apporter la contribution d'Africa 50. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Africa 50, c'est la nouvelle initiative de la Banque africaine de développement qui s'occupe du financement des infrastructures, mais sur un nouveau modèle. Parce qu'effectivement, le monde ne manque pas d'argent, mais le monde manque d'approches pragmatiques, d'approches nouvelles qui permettent d'aller beaucoup plus vite parce que le monde a besoin d'aller vite dans les problèmes. Les problèmes sont immenses et tous les jours ils deviennent immenses et très souvent nous sommes lents à réagir. Et c'est pourquoi Africa 50 est une initiative africaine qui essaie d'utiliser les ressources panafricaines pour solutionner des problèmes africains. Africa 50 a son siège ici même à Casablanca et nous faisons partie de l'écosystème de Casa Finance City. Donc je tenais à remercier nos organisateurs, notre pays hôte. Pour revenir effectivement aux solutions de l'électrification, très souvent on pense uniquement à l'argent, mais il y a des choses qui viennent avant l'argent. C'est le leadership. Le leadership. Un des aspects importants, et là je salue le ministre Borloo,
c'est le plaidoyer, comprendre pourquoi nous devons réallouer nos ressources au profit des priorités. Et l'une des priorités les plus importantes, c'est l'électrification. Et ça, c'est du domaine politique. Seuls les politiques ont la capacité d'allouer les ressources du monde, que ce soit au niveau des pays, que ce soit au niveau des continents, que ce soit au niveau des régions. Et c'est pourquoi, quand on parle d'électrification rurale, c'est le leadership. Est-ce qu'il y a une vraie ambition de sortir nos campagnes de l'obscurité? Et ça, il faut des plans, il faut de la volonté, et ça, c'est du domaine politique. Et c'est fondamental, ça a été fait et on connaît les recettes. Un deuxième aspect important, c'est l'aspect mobilisation des ressources. Parce que nous touchons un domaine où effectivement le pouvoir d'achat est relativement limité. Donc il faudra trouver des mécanismes en termes de financement, donc des ressources concessionnelles, mais en plus de cela, des formes de subventions possibles au niveau des raccordements. Et faire intervenir aussi les communes, les entités décentralisées ont un rôle. Et c'est pourquoi on se retrouve avec 3 entités, et chacune d'elles ayant son rôle à jouer. Tout d'abord, il y a l'État qui doit subventionner, il y a effectivement les communes et il y a l'abonné. Et chacun doit contribuer particulièrement au coût du raccordement, qui est quand même un investissement extrêmement important. Et dernièrement, les solutions techniques, c'est le domaine des ingénieurs. Est-ce qu'il faut utiliser le réseau? Est-ce qu'il faut utiliser le mini-réseau? Est-ce qu'il faut utiliser le hors-réseau? Et ça dépend des contextes, ça dépend des situations, et ça, c'est du domaine des ingénieurs. Et une des innovations intéressantes à travers l'Afrique, c'est que de plus en plus, les solutions sont en train d'arriver. Et l'une des solutions importantes, et je m'excuse de parler de l'exemple du Kenya, parce que c'est, pour le moment, c'est le seul exemple que je sais, avec M-Kopa, qui, à travers des systèmes de kits solaires, est en train de faire des progrès importants. C'est une initiative privée, sans aucune subvention, mais utilisant aussi la microfinance, mais tout ce qui concerne aussi ce qu'on appelle le M-Pesa, c'est-à-dire les transferts, les paiements à travers des plateformes mobiles. Et ça, aujourd'hui, c'est une solution purement privée qui est en train d'avoir des performances extraordinaires en termes d'électrification des couches les plus défavorisées pour permettre aux gens, tout d'abord, d'accéder à l'électricité pour effectivement couvrir tous leurs besoins. Voilà, je voulais quand même m'arrêter là. Je pense que je n'ai pas dépassé mes 5 minutes. Je vous remercie. Voilà, merci.